Ça ne devrait pas tarder, ça y est. Alors ce que j'adore dans ce genre de présentation, c'est qu'on a toujours le soleil dans la figure. Donc j'ai beau ne pas être à la plage, je vais essayer d'éviter. Bonjour à tous, je suis donc Brunham Salem, je travaille chez Photobox et je vais parler de cas un peu différents de ce qu'on a vu précédemment, parce que nous on a un cas d'utilisation qui est quand même très centré sur l'élasticité et on a des avantages qui sont vraiment nets. Donc vous allez voir ça. Alors Photobox, rapidement pour vous situer le contexte, c'est une société qui fait deux métiers en même temps. D'abord c'est un métier d'e-commerçant, puisqu'on vend des produits photos personnalisés. Tout ce que vous faites avec vos photos, que ce soit de l'impression standard ou une toile, un livre, etc., vous pouvez le produire avec nos systèmes. Donc vous avez un étalage des types de produits, il y en a beaucoup plus. Donc des produits cadeaux, des produits pour vous, etc. Et puis on a un deuxième métier, donc le e-commerce. Une fois que le e-commerce a fait son métier et a pris les commandes, il faut les produire. Et donc là on rentre dans une logique de personnalisation de masse de la production. Pour vous donner une idée, on est le leader européen, on travaille dans 17 pays et on a un paquet de millions de commandes à gérer tous les ans. Mais on a une particularité qui fait que je vais vous présenter en gros trois aspects. Alors les deux premiers sont très centrés sur l'élasticité. Élasticité sur EC2, donc du compute. Élasticité sur du stockage. Comment est-ce que nous, avec notre gestion de photos, on va déborder, en l'occurrence chez Amazon, pour gérer tout ça. Ensuite, on verra que l'élasticité nous a amené à aller un cran plus loin et à se dire mais comment est-ce qu'on optimise nos coûts? Et finalement, la notion de design for failure, la gestion de la défaillance impromptue, c'est peut-être un avantage finalement. Et enfin, je vous présenterai rapidement ce qu'on a fait en Big Data, où là, on a des avantages qui sèchent à peu près tout le monde en interne. Et c'est un peu une espèce de magie, vous allez voir ça. Alors pourquoi est-ce que Photobox est un peu particulier par rapport au précédent? Parce qu'on est très saisonnier. Et quand je dis très saisonnier, c'est qu'en gros, comme vous le voyez, on a un pic ici qui fait x15 en nombre de commandes par rapport à un jour de basse saison. x15. Donc le problème de fond, il est comment est-ce qu'on va dimensionner notre infra pour supporter ça? Soit on se met en, vous connaissez la logique, 95 percentiles, etc., et on va se dimensionner assez haut, et on a un capex, des investissements qui sont énormes. Soit on se met assez bas, et puis on dégrade la qualité et la performance. Sauf que cette période de pic, c'est justement la période de pic où on fait notre marge. En gros, la société est déficitaire jusqu'à fin octobre. Et les 2 derniers mois nous créent la marge. Parce que sinon, on n'a pas assez de commandes et on ne rentabilise pas les infrastructures. Donc vous voyez que c'est vraiment un nœud et un vrai problème. Comment est-ce qu'on fait? Alors, jusqu'en 2009, pas de miracle. Le cloud n'était pas encore installé chez Photobox, et on rajoutait des serveurs à tour de bras. Donc chaque année, on faisait une estimation de notre croissance. Je suis arrivé en 2010, 50% de croissance. Allez, 50% de serveurs en plus. Donc on dimensionne les racks, on rajoute les serveurs, on déploie, on a beau avoir l'intégration continue, enfin on essaye. C'est quand même la même équipe qui doit déployer 50% en plus chaque année. Donc on a un problème. Ce problème, il impacte le site web, mais aussi la production. Parce que vous imaginez bien qu'avec les machines physiques, il faut les alimenter en PDF, il faut les alimenter en images traitées, etc. Et puis il faut arriver à faire du lean pour que dans la même infra, on passe de la production. Par-dessus ça, il y a un autre petit problème amusant, c'est que les appareils photo, comme vous l'avez remarqué, en tant que consommateur, s'améliorent de qualité d'année en année. On est aujourd'hui à peu près à 14 millions de pixels. Il y a quelques années, quand Photobox a démarré, on était en kilo-octets. Aujourd'hui, on est en millions de pixels. Il y a des photographes qui disaient on va s'arrêter à 25 millions de pixels parce que la photo sera tellement grande en termes d'impression qu'on n'aura plus besoin d'améliorer les lentilles et les systèmes de zoom. Faux. En fait, le problème, c'est qu'ils ont oublié un petit truc. C'est que quand vous prenez une photo, vous n'avez pas nécessairement le zoom optique qui vous permet de le faire. Dans les compacts, vous avez des zooms qui sont tout petits, qui font du x3. Pour arriver à pallier ça, en fait, on fait des photos à 100 millions de pixels. Et puis ensuite, on fait un crop dessus et on se retrouve avec une image de grande qualité de 25 millions de pixels. Et donc, en fait, les zooms vont continuer. Et le nombre de pixels va continuer. On va dépasser allègrement les 25 millions de pixels pour monter à 50, voire 100. Alors, si je fais un petit quiz, à votre avis, quelle est la photo max qu'on prend chez nous chaque année? Je vais vous donner la réponse. C'est plus de 100 millions de pixels, 500 mégas sur disque. Donc, quand on a à traiter ça dans nos tuyaux, ça pose de légers problèmes. Donc vous voyez, on a un problème d'élasticité qui est multidimensionnel. Web, production, stockage, etc. Alors, rentrons un tout petit peu dans le détail. L'infra du site web, pour commencer,
C'est pratiquement c'est du LAMP en gros, hein, pour faire simple, et dans lequel on a aussi des outils d'édition qui nous permettent d'avoir une interface riche pour manipuler les images. Étant donné qu'on a une logique qui est de stocker toutes les photos en natif pour que les clients puissent les réutiliser sur divers produits, on va stocker une image en natif, une image en format écran, donc un petit peu plus petit qu'une résolution moyenne, et une image en vignette pour qu'on puisse la voir dans les albums. Et on va stocker ça donc 3 fois. On va avoir l'image 3 fois dans nos systèmes. L'infrastructure, c'est de l'architecture 3 tiers classique au départ. Hein, en 2009, on a ça. Et puis on a du load balancing, on a tout ce qui un grand classique. Le premier truc qu'on a fait, c'est lorsqu'on commençait à arriver aux limites, c'est de dire notre MySQL ne tiendra pas la charge, on va avoir un vrai problème en termes de nombre de transactions, nombre de clients, etc. On ne tient pas. Donc la première chose qu'on a fait il y a quelques années, avant d'envisager le cloud, c'est de mettre du Clustrix, qui est un appliance, c'est une boîte, en gros, avec du MySQL durci à l'intérieur, qui nous fait une espèce de cluster MySQL dans une boîte. Ça tient très bien la charge, le niveau de transaction. Ce n'est pas fait pour tous les systèmes, mais si vous avez des systèmes proches de ça, je vous le recommande, ça marche assez bien. Donc on avait déjà un problème de résolu. Pas de sharding, pas de complexité de transaction. Voilà. Par contre, on est toujours sur notre problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une architecture classique? Comment est-ce qu'on va essayer de tirer parti du cloud? Sachant qu'il faut qu'on arrive à le faire sans perturber le reste, c'est-à-dire les usines de production qui doivent recevoir les commandes et les PDF, le back-office qui permet au service client et à toute la maison de manipuler avec des web services un certain nombre de choses pour réinitialiser les commandes, pour répondre à des problèmes clients, etc., etc. Et puis évidemment, on a en fin de chaîne tout ce qui est BI, reporting, CRM, etc. Donc la question, c'est comment on fait pour tirer parti de ça et essayer de déporter des clients dans le cloud. On a lancé pour ça un projet qu'on appelle Montgolfier, et qui avait pour but d'essayer de faire qu'on soit scalable et transparent. Donc la première question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va avec le même niveau de qualité? Est-ce qu'on va y arriver? Tout ça en 2009. Hein. Donc 2009, on commence à se dire, c'est plus possible, on ne peut plus passer les peak season à serrer les fesses et à serrer les boulons des serveurs, à rajouter des serveurs chaque année, etc. Donc en 2010, on fait un certain nombre de prototypes et finalement on sort une infrastructure où le but est d'éviter une réécriture majeure. On sait qu'on n'a pas besoin de sharding, donc on n'a pas de problème au niveau MySQL, c'est relativement simple en back-end. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment placer dans le cloud l'infrastructure. Est-ce qu'on met les frontaux? Est-ce qu'on met tout? Est-ce qu'on met les tiers, etc. On a un problème, c'est le temps de latence. Le fait qu'on ait des images à gérer qui sont de grande taille, avec des temps de réponse en termes d'échange vis-à-vis du client qui doit être bon, on se rend compte qu'on a un vrai problème de temps de latence si on fait transiter nos systèmes entre nous, le cloud, et le client. Donc ce qu'on a finalement fait, pour que ce soit relativement simple, c'est de créer une infrastructure avec un système qu'on appelle des pods, c'est-à-dire un système où le système mère, le vaisseau mère, le mothership comme ils disent en anglais, est le maître, et au moment où on a besoin de déborder, on va démarrer des instances dans le cloud qui sont des mini-sites, des mini-réplications de l'ensemble du site web. Et dans lequel il y a amorcé, alors grâce à des images, hein, évidemment, on a des images toutes prêtes dans Amazon, qui vont nous permettre de préchauffer tout le système. Alors on a du Memcache, on a plein de choses classiques, qui vont nous permettre de faire que, ensuite, lorsque le client arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'il va se loguer sur notre site normal, classique, et en cas d'éligibilité, parce qu'on se rend compte qu'il y a une grande complexité sur les règles d'upsell, les règles de marketing, de navigation sur le site, de contexte, il faut savoir qu'on est aussi en marque blanche vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. On travaille, enfin bref, on a de multiples contextes et notre site web est unique et sert pour tous ces contextes. Donc il faut qu'on vérifie qu'on ne va pas créer de cas d'exception par rapport à un certain nombre de clients. Hein. Donc on va vérifier ça. En général, ça se passe bien. On a aujourd'hui de moins en moins de ces cas. Et si c'est bon, on va rediriger le client automatiquement et de manière transparente sur Amazon. Il va donc se retrouver avec à accéder en fait des frontaux qui sont dans Amazon. Et son contexte client va être répliqué. Donc le contexte de session, plus les informations qui lui appartiennent, sont répliquées automatiquement et de manière instantanée.
évidemment tout ça est scripté, dans les pods en question. Ce qui permet en plus, entre guillemets, d'être safe si un pod tombe ou si un serveur tombe. On arrive à avoir une résistance aux pannes qui est pas mauvaise. Il n'y a pas de miracle hein, quand même, on en reparlera tout à l'heure. Le retour, à la fin, évidemment, après quelques temps, quand la session du client est terminée, on va récupérer les informations de session, on va récupérer la création, les commandes, etc. et on va tout resynchroniser. Donc ça marche bien pour tout ce qui est frontaux. Mais là, je ne vous ai pas encore parlé du stockage. Donc au niveau du stockage, ce qu'on va faire, c'est... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'anticipe. Mais effectivement, au niveau des données, on va attendre quelques heures. Et ça, c'est très important, il faut quand même qu'il y ait une intégrité de la donnée. C'est-à-dire qu'en interne, nos systèmes, en particulier par exemple les systèmes de production, enfin tous les systèmes, ils doivent être intègres par rapport à tout ça. Donc certains systèmes qui consolident ne vont pas avoir nécessairement une vue temps réel du système. On va attendre et on va répliquer un certain nombre de données. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, les gens, les DBA qui s'occupent de ça, ils appellent ça des données Cendrillon. Si elles ne sont pas répliquées à partir d'une certaine heure, elles explosent et elles ne sont pas utilisables pour les reporting ou autres. Nous, côté production, que ce soit en France ou en Angleterre, on va récupérer les données qui sont intègres et transférées. Et on se débrouille pour que ça se fasse toujours. La saisonnalité dont j'ai parlé tout à l'heure, elle se passe aussi bien dans la journée que dans la semaine, que dans l'année, que dans la semaine, que dans la journée. C'est-à-dire qu'à l'année, on a vu qu'il y a 2 mois de pics. À la semaine, on a 2 pics, le mercredi et le dimanche. C'est assez dingue. Et c'est décalé, c'est-à-dire que c'est les prises de commandes à un moment et les pics de production, de chargement en production de l'autre. Et on a des pics dans la journée, puisque typiquement, je ne sais pas si vous le faites, mais vous faites vos photos le week-end, par exemple, vous chargez le dimanche soir, vous faites votre album, madame ou monsieur fait son album, mercredi soir, en moyenne, on valide, et la commande est passée le mercredi soir. Donc il y a vraiment une espèce de saisonnalité dans la journée, la semaine, l'heure. Ce qui fait que cette infrastructure est démarrée en pic, généralement entre 20, 21 heures et 3 heures du matin. On n'a pas besoin de plus. C'est vraiment des pics extrêmement importants. Alors les résultats, typiquement, ça marche. La première année, ça a été chaud. Nos amis DevOps ont trimé avec nos sysadmins pour tourner, mais c'est passé. Et on a servi un gros paquet de clients. En 2011, on a été beaucoup plus industriel, il y avait beaucoup plus de déploiements automatisés, un peu plus de reprise à chaud. Moins de surfroide, parce que quand même, effectivement, des pods qui tombent, c'est gênant. En 2010, on a eu un problème, par exemple, avec Amazon. On parlait de provisioning. Quand on cherche à monter 300 instances entre 9 et 10 heures le soir, on n'est pas sûr de les avoir. Donc, si on se retrouve à se reposer dessus, on peut avoir un problème. Donc, effectivement, on a plein de petits problèmes de ce genre-là qui se sont fait jour. Quand je dis petits, plus ou moins. Et qu'on a dû apprendre à gérer. 2012, donc l'année dernière, là, la peak season, ce qu'on appelle la peak season, la saison du pic de Noël pour nous, en fait, notre Nagio s'est resté tranquille, nos sysadmins ont fait des astreintes plutôt tranquilles, et ça s'est bien passé. En fait, tout ça repose sur un truc absolument fondamental, qui est une infrastructure interne et une organisation qui est vraiment centré sur les DevOps. C'est-à-dire qu'il faut que les développeurs se rapprochent des sysadmins et inversement. Ils connaissent tous les deux une part du système et en fait, à la fin, travailler sur ce type d'infra, c'est développer des scripts basés sur des API ou sur du système et il faut mixer les deux. Donc on se retrouve vraiment dans une logique d'organisation DevOps. L'intérêt, il a été clair. On a eu une réduction de coûts très importante. On n'investit plus en CAPEX de manière aussi drastique. On a une excellente qualité de service. Alors, je dis meilleur que seul en interne, pour une raison simple, c'est qu'on a certaines couches qui sont externalisées. Et si on a bien fait notre boulot au niveau de l'automatisation et de la fiabilisation sur Amazon, du coup, on a globalement une meilleure qualité de service. Parce que la même équipe peut se focaliser vraiment sur des couches sur lesquelles ils ont une plus-value, et c'est plus simple. Avec cette infra, on a la capacité aussi de servir mieux nos clients. Parce que là, du coup, on démarre plus de pods que ce qu'il faut.
et à coût marginal très faible, finalement, on a de l'énergie à revendre, des temps de réponse bien meilleurs, et du coup, ça marche très bien. Donc là, par exemple, la première année, on avait 300 instances EC2, là, on tourne autour de 400-500 en pic, et on sait que c'est scalable. On sait aussi qu'on doit revoir notre système parce qu'on a toujours des cas marginaux qui ne marchent pas très bien. Je vais y revenir dans un instant. Alors avant ça, je vais rapidement vous parler de ce qu'on fait sur S3 parce que là, on a résolu le problème du compute, mais on n'a pas résolu le problème du stockage. Or, comme je vous l'ai dit, c'est un problème épineux. Et en particulier, si on considère l'idée que nos data centers dans lesquels on a notre gros cluster en Europe, il a des tuyaux en gigabits, mais à un moment donné, le pic fait qu'on a un téléchargement de 10 millions d'images de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes chaque jour, et qu'on va saturer la bande passante. On sature la bande passante en entrée, et on sature aussi les I/O sur le cluster. On a beau avoir de l'easy-load, quand on arrive en pic, si on pouvait le lisser, ça irait très bien, mais les clients n'ont pas la bonne habitude de lisser leurs commandes, ils ne se mettent pas d'accord entre eux. Donc ça se passe entre 10h et 1h du matin, où là on se prend un gros pic de charge. Donc il faut trouver le moyen d'essayer de déborder ce pic de charge pour absorber les I/O, ne pas bloquer les clients. Pour vous donner une idée, notre NAS il repose sur 2 data centers en Europe, il y en a un à Amsterdam et l'autre à Zurich. On a 3 pétabytes, c'est de l'EasyLoad en dessous, et on a plusieurs milliards de photos. Comme je le disais, on a un grand nombre de photos en pic, et le nombre de pixels augmente sensiblement chaque année. On est obligé de réajuster ça et de faire des estimations et de regarder ça. Et évidemment, la solution qu'on devait mettre en place devait être extensive, fiable, enfin là, tarte à la crème. Le système là, par contre, fort de l'apprentissage qu'on avait sur EC2, on a essayé de le dessiner directement automatisé et autorégulé, au sens où les erreurs devaient être reprises, c'est-à-dire que s'il y a des transferts qui vont se planter avec une corruption d'image, on va automatiquement essayer de récupérer ça. La synchronisation entre ce qu'on va déborder et pour le remettre dans le cluster est automatisée, etc. Donc il fallait vraiment qu'on ait une logique de script qui soit vraiment automatisée. Et qui soit dans une logique service, puisque en fait, devant le NAS, on frontalise aussi bien le fait qu'on aille dans le cluster interne ou dans le cluster cloud, mais aussi vis-à-vis des différentes formes de chargement. Évidemment du web, Origma, qui est une solution à base d'applet Java qui permet de faire différents types de chargements. Le 2SU, comme vous voyez, ça veut dire two-step upload, c'est-à-dire c'est un système où on va permettre à l'utilisateur de commencer à travailler sur une palette d'images qu'on a convertie, alors qu'on est encore en train de charger ces images en tâche de fond. Donc d'une certaine manière, il y a 2 étapes pour le chargement, et ça permet à l'utilisateur de commencer à travailler plus vite. C'est une méthode assez classique, mais ça pose des problèmes vis-à-vis de la cohérence de la session et tout ça. Donc FTP, Picasa, bon. Et évidemment, tarte à la crème aussi, il fallait que la méthode soit pas chère. Alors comment on a fait ? On a pris notre système de NAS, on l'appelle Brain. Donc là, on a un Brain 3, un Brain 2, le Brain 1, il a été mis à la poubelle. Et on a rajouté un Cloud Brain, qui est finalement basé sur du S3, où là, on a une excellente qualité de service, et qu'on a frontalisé avec un système intelligent, où le système va être capable, avec une base, alors on a des Mongo, on a du MySQL, du MongoDB, enfin on a différentes technologies qui se baladent ici, et qui va être capable d'être agnostique par rapport à l'endroit où se trouve l'image. Par contre, il va être capable de savoir comment servir l'image au mieux, et à partir d'où. Alors il y a plusieurs règles. Quel est le temps de latence vis-à-vis du client ? Où est la session du client ? Est-ce qu'on est dans Amazon sur EC2, donc dans Montgolfier, ou est-ce qu'on est sur une session interne ? Voilà. Donc ce type de choses fait que, à cause des coûts d'entrée-sortie dans Amazon, on a plus intérêt à travailler, si on est dans Montgolfier, évidemment, on va privilégier Cloud Brain. Si la session est démarrée depuis pas longtemps ou qu'il a réinitialisé une session, on va rester dans Cloud Brain, etc. Enfin, il y a plein de petites règles intelligentes là-dessus qui font que ce système est vraiment en logique service. Ce projet, par rapport au précédent, est beaucoup plus simple. Je dirais que du fait qu'on avait cette logique-là qui frontalisait déjà nos clusters internes, on a deux gros clusters EasyLoad distribués, du fait qu'on avait besoin de distribuer pour avoir la redondance, les couches ici étaient déjà là. Donc globalement, ce qu'on avait à faire, c'était à étendre le système, accroître la qualité de service, accroître un peu de redondance, de fiabilisation, mais ça a été assez simple. Et finalement, les coûts sont marginaux par rapport à tout ça.
Par contre, ce qui n'est pas marginal du tout, c'est la bande passante. La bande passante, du coup, on n'a plus de problème de bande passante, on charge autant qu'on veut, et nos clients passent très largement. Ce qui fait aussi, et c'est l'autorégulation dont je parlais tout à l'heure, qu'effectivement, on va resynchroniser tous les clusters entre eux. Hein, tout le cluster peut fournir n'importe quelle image. On va resynchroniser tous les clusters automatiquement en période de basse charge. Donc typiquement, à certaines heures de la nuit, fin de nuit, 3 heures, 6 heures, et puis des creux dans la journée. Voilà, donc avec ces deux projets, on a appris à faire du débordement de charge sur des sites web de l'EC2 et du S3. Maintenant, on va s'intéresser à la production, et où là, on a des impératifs qui sont un peu différents parce qu'on n'est pas en direct avec un client, on est beaucoup plus asynchrone. On peut faire les choses avec des temps de latence, avec des fils de messages, avec des choses qui font que l'asynchronisme est beaucoup plus simple à gérer. Si on reprend un tout petit peu la vue, un petit peu de recul, on vient de parler globalement du site web. Avec à gauche la prise de commande Montgolfier, à droite le stockage des images, le NAS qu'on a appelé Brain. Le client, il va déverser globalement deux choses, sa commande avec tous les détails et ses images. Derrière, on arrive en production. Il y a un orchestrateur de commandes qui lui est centralisé dans un data center qui va se charger de distribuer toutes les commandes sur les usines en fonction d'un certain nombre de règles. La première chose qu'il fait, c'est « Ah, cette commande contient des images, c'est un livre qu'il faut produire, donc je vais demander à un service technique que nous appelons iRender en interne, c'est le petit nom de code du projet, de m'améliorer les images, les yeux rouges, ce genre de choses, le contraste, etc., et de produire le PDF correspondant au livre. » Ça, on le faisait en interne jusque-là. Et maintenant, on déborde dans le cloud. Une fois que ce PDF est fait, il prévient l'orchestrateur qui dit maintenant, messieurs les usines, prenez vos commandes et allez-y. Donc là, on est vraiment dans une logique ActiveMQ, fil de message, donc asynchrone. Ce qui nous permet, sur iRender, de considérer que lorsqu'on va dans le cloud, on peut déborder, mais on peut aussi se permettre des pannes. Parce qu'il suffit qu'on conserve les commandes à traiter ici, les PDF à traiter, dans la file de message. Tant qu'on n'a pas acquitté le fait que le PDF est produit, il suffit de garder ça. Si l'instance ici de iRender se plante, est paumé, c'est pas grave, on reprend, il y a un nouvel iRender, une nouvelle instance iRender qui va récupérer la commande, le PDF à produire et qui va faire son boulot. Donc la défaillance fait partie de la conception, c'est possible, on peut défaillir, on peut planter. Or, il se trouve que chez Amazon, on a un truc qu'on appelle le spot price, le prix de marché, entre guillemets. Le principe, c'est que tous les jours, à tout moment, Amazon a un certain nombre d'instances EC2 qui sont disponibles. Soit parce qu'elles ont été réservées, qu'elles ne sont pas utilisées, soit parce qu'ils ont un peu de surcapacité. Ce truc-là, cet ensemble de ressources, cet ensemble d'instances, il fixe un prix qui est volatile. En gros, ça change à l'heure. Ce prix volatile, si vous offrez un prix qui est légèrement supérieur, vous avez l'instance que vous demandez. Alors, supposons que vous vouliez 10 instances, vous donnez votre prix de marché. Si vous êtes au-dessus du prix du spot price, vous avez vos 10 instances. Le problème, c'est que toutes les heures, le prix est révisé. Au moment où le spot price fixé par Amazon atteint ou dépasse votre prix, vos instances tombent. Pas de préavis, rien. Vous perdez votre instance. Elle disparaît. Donc, votre application a intérêt à être conçue pour la défaillance, parce que là, vous la perdez purement et simplement. Mais dans notre cas, avec iRender, pas de problème. Donc, comme le spot price est en moyenne sur l'année, si on regarde, à 10% du prix global, entre 10 et 30%, vous voyez l'économie qu'on peut faire. On peut couper les prix par 10, par 3, par 10, selon qu'on est malin. Alors, on n'est malheureusement pas dans une échelle qui est aussi grande que le site web. On n'est pas à 500 instances, on est plutôt sur entre 20 et un peu plus. Mais quand même, c'est intéressant. Le principe est intéressant. Il me reste 6 minutes, donc je vais aller vite. Alors, l'apprentissage, c'est quand même qu'on a appris à peu près tout seul, parce qu'on avait une infra qui était très particulière, et que dans ces cas-là, on a plein de choses à apprendre. On a parlé d'Elastic IP, des règles de firewall, on a parlé de plein de choses. Tout ça, il a bien fallu trouver comment faire. Et l'offre d'Amazon, en particulier, de 2009 à aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Je me souviens de l'époque où il y avait 3 produits qui se battaient en duel sur la page. Maintenant, c'est une folie. Il y a de tout.
Il a fallu vraiment internaliser la compétence, parce qu'on a une telle dépendance à nos sites et un tel besoin de réactivité, de qualité de service, qu'il a fallu qu'on comprenne comment fonctionner. En particulier, il a fallu comprendre des choses comme le fait de perdre nos instances. Quelle est la qualité de service? Alors, il y a plein de choses qui ont été indiquées par les précédents présentateurs. En particulier, la qualité de service n'est pas exactement garantie. Le niveau de performance dépend de ce qui tourne en même temps sur la machine physique. C'est protégé, mais jusqu'à un certain point. Donc effectivement, une instance d'un type n'est pas nécessairement totalement comparable à celle d'à côté. Et les performances ne sont pas totalement prédictibles. On sait à peu près où on se situe, mais quand même. Donc, voilà. Autre exemple, le provisioning. J'ai rencontré, alors nous on est petits, mais j'ai rencontré des gens qui ont géré le projet Shazam pour le Super Bowl. Ils se sont amusés à monter 50 000 instances de type EC2 pour gérer une publicité du Super Bowl. Vous avez peut-être vu ça, l'idée c'est je passe une publicité, faites du Shazam. Voilà, le pic de charge, c'est en gros 300 millions d'Américains qui cliquent dans la même seconde sur Shazam. D'accord? Donc dans la même seconde, vous passez de 0 à 500 000 TPS. Là, il y a intérêt à avoir provisionné ces instances. Et effectivement, dans ce cas-là, le provisioning a commencé 3 jours avant. Et ils ont démarré, chauffé toutes les instances 3 jours avant, avec une relation particulière établie avec le fournisseur. Donc là, il y a besoin quand même de bien comprendre, connaître le fournisseur. C'est la réalité du on-demand. Le on-demand, quelle est la qualité de service, quel est le service qui est disponible sur une plaque. En ce moment, nous, on utilise une solution Big Data, je vais y venir dans une seconde, qui n'est pas disponible en Europe. On s'est débrouillé, on a recopié du S3 Europe, Irlande, sur du S3 américain. Et puis, on monte ça et ça marche. On a eu, évidemment, une approche qui était itérative. J'anticipe le agile, mais réellement, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a commencé par une application qui était clean, une architecture 3 tiers. On a envisagé de migrer une application de production qui était un peu legacy, un peu ancienne, où il y avait du code un petit peu mélangé. Clairement, ce n'est pas aussi simple. Donc il y a aussi des adaptations, il y a aussi des besoins, et tout ça, voilà. Apprenez en marchant, l'agilité et l'itérativité, c'est vraiment un grand classique, mais je le recommande. On a toujours, malheureusement, on n'est pas 100% cloud sur Montgolfier. On n'a pas totalement résolu tous les cas. Il nous reste 10 à 20% de cas qu'on ne gère pas, qu'on ne pourrait pas gérer dans le cloud aujourd'hui. Et de la même manière que la présentation précédente l'a signalé, on a un certain nombre d'applications, le monitoring, la gestion du budget, l'allocation des coûts, etc., qui est faite un peu maison. Ce qui nous est proposé n'est pas suffisant. Alors, je vais terminer avec un dernier cas, très très vite, puisqu'il me reste 2 minutes, un truc qui nous semble un peu magique en interne. Ça a fait l'effet un peu d'une bombe en interne. Et ce que je vais vous présenter tourne avec différents fournisseurs. Il se trouve que là, par affinité, par classique, on a testé différents trucs, il y a différentes techniques qui fonctionnent, mais en l'occurrence, il se trouve qu'on a tourné finalement chez Amazon de nouveau. C'est une solution BI qui utilise des bases colonnes de type Redshift, qui enchaîne un certain nombre d'étapes. En fait, le constat, il est simple. On a un système BI qui repose historiquement sur la solution d'Oracle, donc avec un data warehouse, avec l'outil de rendu, etc. Les volumes s'accroissent, évidemment, et la complexité des requêtes aussi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on avait des temps de réponse, de chargement, de calcul d'agrégat la nuit, etc., qui posaient problème, quoi. Et dès qu'on avait en plus des problèmes de fiabilité, qu'il fallait faire la reprise sur incident, c'était le bazar, quoi. Donc, on a commencé à considérer une solution basée sur de l'Elastic MapReduce, Elasticsearch. On a fait du Hadoop, le Hadoop standard, sur lequel on a rajouté un scoop, on a mis un HBase, etc. Et puis on a tout enchaîné, ce qui nous permet de démarrer sur nos plaques irlandaises. Et puis à ce niveau-là, en fait, il y a 2 S3. Il y a un S3 en Europe et un S3 aux États-Unis pour alimenter Redshift, qui nous fait aujourd'hui une espèce de table en colonne, un système un peu pivot, qui fait que du point de vue des utilisateurs qui sont sur ClickView ou sur Excel, en fait, ils font du requêtage assez simple. Pour eux, ça retombe sur un système relativement classique et compréhensible. Les résultats, c'est aujourd'hui une solution, alors elle est très récente, donc on est encore en apprentissage, mais c'est une solution complète qu'on estime à moins de 10 cas par an, ce qui est hallucinant comparé au coût des softs et autres en dehors. Ce n'est pas une solution qui est nécessairement ouverte permanence. On la démarre quand on en a besoin et puis on la descend.
En gros, l'alimentation, avec Oracle, si on avait un incident, on pouvait mettre jusqu'à 3 jours pour recharger les données sources et recalculer les agrégats, etc. Là, on est à l'heure et encore. Les requêtes, on passe de dizaines de minutes à des dizaines de secondes. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Et c'est simple, hein. C'est-à-dire que le nombre de nœuds qu'on va positionner ici et dans les différentes couches vont permettre de paralléliser un certain nombre de choses. Pour autant que l'application le permette. Hein. Mais dans notre cas, on peut simplement rajouter des instances et paralléliser, obtenir des temps de réponse qui sont plus rapides. On paye plus cher, on va plus vite. Le truc, c'est que là, ça nous ouvre des perspectives. Vraiment. C'est-à-dire que non seulement c'est une réduction de coûts, mais c'est la création de valeur. Création de valeur, je vous donne un exemple. Moi, en prod, j'ai un vrai problème, c'est de regarder quelle est la qualité des métadonnées, ce qu'on appelle les EXIF dans les images. Les EXIF, ce sont des métadonnées qui se trouvent dans l'image, mais qui sont un truc qui est très très variable dans le temps. Ça me permet de savoir quel est le type d'appareil utilisé par le client, ça me permet de savoir la distribution dans le temps, etc. Il y a plein de choses qu'on n'a pas été capable d'analyser complètement. Il y a des choses de base qu'on fait, mais vu les 3 milliards, les 3 pétabytes et 3 milliards de photos, c'est compliqué. Là, avec du MapReduce, on pourrait s'amuser à créer de nouvelles dimensions, de nouveaux agrégats, des indicateurs qui changent la nature de ce qu'on fait et en termes d'optimisation. Ça nous permettrait d'avoir des perspectives vraiment intéressantes. Finalement, lorsque on en a parlé en interne, le slogan c'était on va plus vite, on fait plus vite, plus simple et moins cher. Ça fait un peu magique. Quand on regarde ça, si un fournisseur vous dit ça, vous n'allez pas le croire. En l'occurrence, c'est ce qu'on vit pour le moment, mais bon. Conclusion, nos coûts budgétés versus réels, comme vous voyez, sont assez proches. On ne s'est pas trop planté. Alors, on a quelques petites surprises, mais dans l'ensemble, ça va. Pour vous donner une idée de l'enveloppe 2012, c'est 250 000 $. Et comparé au coût réel d'une infra interne, rien à voir. Et en coût humain, rien à voir. On a plus de 20 projets. Les projets qu'on a vus précédemment, en particulier les cycles de vie, l'amorçage de projets, l'externalisation des projets à l'extérieur dans le cloud, c'est ce qu'on vit. On en fait plusieurs. On a démarré un projet ClickView dans le cloud parce qu'on n'avait pas les instances, pas les licences, et allons-y. Et on fait ça. Maintenant, on fait de l'amorçage pratiquement de tous nos projets comme ça. On démarre, et puis après, on nettoie. Donc là, moi je dirais, soyez agiles. Parce que les opportunités se créent à toute vitesse, parce que les offres n'arrêtent pas de bouger, c'est assez incroyable, la vitesse à laquelle ça va. Tous les acteurs bougent. Hein. Il se trouve que je vous ai parlé d'Amazon et qu'on travaille avec Amazon, mais on regarde aussi les autres, et ça bouge très vite. Chez tout le monde, et en interne aussi. Pensez DevOps, pour moi ça c'est fondamental. C'est rapprocher vos développeurs des sysadmins, vraiment essayer de penser à ça et penser automatisation. Si vous n'automatisez pas, vous êtes mort. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en particulier, là j'ai montré un projet qui tourne sur Amazon depuis 3 ans. On réfléchit à de l'hybride, on réfléchit à différentes solutions. On n'y est pas. Mais en tout cas, nous ce qu'on sait, c'est que si Amazon tombe, on n'est pas mort puisqu'on a notre infra interne. Donc ça, on fait très attention à ça aussi. Et finalement, si on a réussi à faire ça et à tenir des délais, à tenir des coûts, etc., c'est aussi parce qu'on a bien compris et on a établi une relation. C'est-à-dire que notre roadmap interne de développement, elle était aussi bien calée avec eux et on a essayé de suivre ça pour bien comprendre quels sont les plus, les moins. Ils ont chacun leur manière de fonctionner, chacun leur plus, leur moins, leur petite spécificité, leurs petits plus qui peuvent correspondre à un projet particulier. Amazon a rajouté un nombre d'instances, de types d'instances. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 17 instances EC2. Il y a une époque, il y en avait que 3. D'autres, je ne les citerai pas, mais d'autres fournissent des instances où vous pouvez régler la mémoire, etc. Bref, chaque projet, chaque contexte demande de regarder ça différemment. Et le time is up depuis au moins 2 minutes. Donc, je vais me taire. Je vous remercie.